La vie peut être très très dure et chaque jour on peut avoir de très mauvaises nouvelles et personnellement ou pour nos amis ou nos familles. Non, ça c'est sûr. En fait, choisir c'est dédramatiser, prendre du recul et ça tout de suite ça nous fait du bien. En fait, c'est vraiment comme une pilule magique. Ça c'est très 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 important. Moi j'ai fait une dépression nerveuse et le jour où j'ai compris que kiffer l'instant présent c'était le meilleur remède à la vie, être pleinement là où on est au moment où on est. Et ça je dirais que c'est une des meilleures recommandations de vie. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous explorons une compétence surprenante, le rire. J'accueille Julie Mamou-Mani, que vous connaissez sûrement sous le nom de Mamouze, militante du rire, comme elle aime se définir. En 4 ans, elle a transformé cette passion en véritable marque, passant de 5 000 à 250 000 followers. Productrice de contenu, créatrice de sens, Julie a trouvé sa singularité en faisant du rire son super pouvoir professionnel. C'est cette capacité à transformer le rire en outil de connexion et de réussite que nous allons explorer ensemble. Bonjour Julie. Bonjour, j'adore ta présentation. Ma première question, Julie, c'est comment es-tu passée du journalisme à militante du rire ? Alors en fait, ce qui est très rigolo, c'est que moi, j'ai toujours milité pour le rire. C'est plutôt les rédactions journalistiques qui voulaient pas trop que j'utilise mon super pouvoir, comme tu le dis. Moi, j'ai toujours rêvé de faire un média positif parce que je crois profondément à ce qu'on peut agir sur notre cerveau, sur la société, justement, en activant le côté positif. C'est vraiment Écoute, j'ai été élevée par une mère baba cool, un papa optimiste, mais si tu veux, j'ai rarement vu un mec aussi optimiste dans ma vie. Donc moi, chez moi, c'était quelque chose de très naturel. C'était vraiment dans mon ADN. Mes grands-parents, pareil, mes 4 grands-parents. Enfin, donc, si tu veux, c'était quelque chose de plus que naturel. Et donc, je voulais faire ce média positif, mais autant dire que dans les rédacs traditionnels, à mon époque, c'était pas du tout le cas. Donc, je me suis un peu polie, je me suis un peu effacée et j'étais pas... j'adorais mon métier, j'adore mon métier de journaliste, mais c'était pas profondément ce que je voulais faire. Donc, j'ai créé ma page Insta pour répondre à une annonce pour être rédactrice en chef d'Instagram et je me suis dit, voilà, c'est le moment. Fais ta page idéale, fais ton média positif. Ce que j'adore, c'est qu'aujourd'hui, le vrai média positif existe, mais que moi, j'ai fait un média positif, le mien, à partir de, 2018-19, quoi. Ok, et à quel moment tu as eu ce déclic de transformation ? En fait, je te dis comme je le portais, je l'ai toujours porté. Ce qui est drôle, c'est que tout, en effet, en 2018, tout s'est transformé parce que j'ai arrêté les rédacs traditionnels. J'ai créé ma boîte de production qui s'appelle Mamouze Prod. J'ai pas eu le boulot d'Instagram, mais j'avais commencé cette ligne éditoriale de l'info positive. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des followers jusqu'au 16 mars 2020. À la veille donc du confinement, j'avais 5000 followers et j'étais très fière. Mais je n'en faisais rien d'autre que partager de la joie et du bonheur, quoi. Et donc, ça a été tu penses que ça a été le Covid ça a été le moment qui a transformé... Ce que j'imagine, ce que tu veux dire, c'est-à-dire, et c'est ce qui est le cas, c'est-à-dire que c'est le Covid qui a complètement emballé la machine. Tout à fait, oui. C'est ça, en effet. Mais moi, j'avais déjà, c'est ça que je trouve assez sympa parce que c'est très personnel, et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est le plus proche de moi, c'est ce qui est mon métier. Tu vois, c'est ça un peu la chose incroyable qui est assez rare et qui est assez merveilleuse, c'est que... En effet, à partir du 16 mars 2020, dès le 17-18, j'ai vu des milliers de gens débarquer sur Mamouze et se réjouir. Bien sûr, on était tous sidérés sur nos canapés, moi la première, souvent malade, parce que moi j'ai été malade tout de suite du Covid, puisque j'avais eu la bonne idée d'aller à un concert... quelques jours avant le confinement, alors qu'on savait déjà qu'il valait mieux éviter, mais bon, voilà. Et donc, j'étais assez malade et je postais, et je dois dire que la créativité du net, c'est incroyable, quoi. Les gens sont tellement créatifs. Enfin, ils ont redoublé de créativité pendant cette période. Et donc, moi, j'étais à fond parce que, comme je suis journaliste et comme je suis comme une rédac chef ou productrice de ma propre page, moi, j'adore. Je dis, ouais, génial, je poste. Je trouvais ça dément. Et j'ai vu que
Et puis petit à petit, j'ai vu que les gens pouvaient pas s'en passer, en avaient besoin, me disaient heureusement que vous êtes là parce que vous êtes le BFM non anxiogène. Et c'est ça qui s'est emballé. Ensuite, il y a eu une aventure dingue puisque moi, je faisais ça complètement toute seule derrière mon portable chez moi et qu'il y a une éditrice qui est venue me chercher. Voilà. Après, il y a eu toute une réflexion autour de ça, de quelque chose que je faisais de façon complètement organique, quoi. Oui, c'était un vrai besoin pour toi de propager la joie, le rire. Et je trouve ça intéressant parce que d'investir dans ta singularité, alors qu'à un moment donné, tout te disait en fait non, tu dois t'effacer. Et en fait non, tu persistes, tu te dis non, c'est ce qui me correspond, c'est mes valeurs. En fait, c'est un besoin viscéral de communiquer la joie. Et puis un jour, le fait de ne pas avoir lâché, il se passe quelque chose. Et donc, tu es là au bon moment. Tu aurais pu lâcher avant l'affaire. Non, mais c'est ça qui est génial et ce qui fait rire mes meilleures copines parce que quand ils me disent bon maintenant t'as du succès parce que t'es pour tes conneries, évidemment voilà je hésite dans le mais parce que c'est évidemment pas que des conneries, c'est extrêmement profond et c'est ça tout l'objet de mes recherches depuis, puisque maintenant c'est ma plus belle enquête journalistique, le rire. Mais c'est vrai que c'est incroyable d'imaginer que quelque chose qui était presque un défaut est devenu une qualité première et qu'aujourd'hui, et on se rend compte, puisque maintenant le Covid c'était il y a 4 ans, et qu'aujourd'hui on me demande encore plus, je continue à gagner des followers, et puis plus c'est terrible, l'éco-anxiété, la guerre, et plus on me demande finalement de continuer à essayer de trouver de la joie et de l'emmener. Maintenant, on me le demande en entreprise. Voilà, c'est vrai que le chemin est dingue et je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que vraiment cultiver sa singularité, je pense que ça paye. Voilà. Oui, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à soi-même. Il faut juste parfois être un peu patient. C'est ça. Mais tu as quand même quelque chose en plus, parce qu'il y a eu d'autres médias qui ont essayé d'aller vers le média positif, sauf qu'on le sait, naturellement, le cerveau, il a plus de facilité à aller vers les infos négatives, et c'est pour ça que la plupart des médias vendent de l'info négative. Donc, ta page, elle a quelque chose quand même d'assez particulier, c'est que tu repartages du contenu qui existe déjà, mais les gens veulent venir sur ta page. Le contenu qui existe déjà devient du contenu Mamouze. Comment tu fais ça ? C'est chouette que tu dis ça parce que je tiens vraiment à le dire, en effet, que je fais que du relais. Alors en fait, je me suis vachement posé la question parce que quand cette éditrice, Charlène Guinoiseau, est venue me chercher pour faire mon premier livre, j'étais là, comment je vais faire ? C'est pas à moi, ce contenu, c'est des petites phrases, les fameux mèmes. Bon, alors là, c'est là où quand même, je suis journaliste. Et donc, j'ai dit, je vais faire une enquête. Et puis, je vais voir pourquoi moi... je me suis auto-enquêtée, c'est assez drôle. Et en effet, tu as raison, c'est mon filtre. Je pense que c'est vraiment ma façon de voir le monde, la vie, la poésie du quotidien. En fait, c'est vraiment en détricotant mes choix, parce que c'est vraiment, ça a été très intéressant. Tu sais, quand tu fais quelque chose de complètement naturel et impulsif et organique, comment tu fais pour le détricoter, le comprendre, etc. Et en fait, je crois que j'ai assez compris, c'est que d'abord, c'est une valeur cardinale chez moi, beaucoup d'authenticité. Moi, je suis quelqu'un de très authentique. Donc, quand les gens viennent me dire, tu peux m'aider pour ma page Insta, je dis ouais, mais alors il faut vraiment que tu me dises toi ce que t'aimes, parce que ça ne sera pas une stratégie réfléchie. Je rigole toujours parce que je ne sais jamais ce que je vais poster. Là, je ne sais pas, je vais sortir de ton studio, je ne sais pas ce que je vais poster. Je suis toujours en flux tendu. Je ne sais pas. C'est quelque chose que je vais trouver beau, rigolo, joyeux, absurde. Voilà, j'aime beaucoup l'absurde du quotidien. Donc, en effet, c'est vraiment ma ligne éditoriale que les gens aiment bien. C'est ce que j'ai compris aussi. C'était ça ma plus-value. Parce qu'en vrai, comme tu dis, je relais. Tu pourrais aller le voir ailleurs. Mais je pense que c'est l'idée... Il y a un fil rouge. Qui est, je pense que les gens ont compris que c'est quand même de l'info. Tu vois, il y a toujours un fond d'info, en tout cas, de l'info universelle. Moi, j'aime beaucoup quand ça parle à tout le monde. Transgénérationnel, transculture, trans tout, quoi. Moi, c'est ça que j'aime relayer, relier les gens. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Je pense que les gens, ils savent qu'ils vont jamais avoir de la vulgarité, jamais avoir de l'attaque, sans être cuculapraline. Parce que moi, je suis pas du tout cuculapraline, je suis très engagée par ailleurs. Mais tu vas... Donc, en fait, c'est comme une safe place de joie, quoi. Et du coup, tu viens prendre ton shoot d'adrénaline, de dopamine. Et c'est hyper mignon parce que je reçois toujours des messages. Oh, je me suis éclatée de rire dans le métro toute seule. Oh, mais bien sûr, évidemment, moi aussi. Et en fait...
je trouve c'est hyper beau, c'est comme la religion des mèmes, quoi. Et la religion de la joie, et qu'on partage ça tous ensemble. La galère du lundi matin, la galère avec les mômes, la galère du boulot, du patron. Et je pense qu'il y a un truc hyper... enfin, qui nous concerne tous, nous, humains, là où partout ailleurs, on veut nous cliver, on veut nous séparer. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi dans mon ADN. J'ai une famille multiculturelle, il faut tous qu'on s'entende. Donc nous, on essaye vraiment de mettre de la joie partout, quoi. Ouais, j'aime bien le côté dont tu parles, tu dis c'est organique, ça fait partie de moi, c'était même un défaut à un certain moment. Ton identité, on la voit tout de suite, hein, ton identité, oui, militante du rire, oui, ça fait partie de « je suis une militante du rire ». Et si on devait aller plus loin, tu sais pourquoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu cherches à faire, en fait ? C'est marrant parce que maintenant, c'est pour ça que c'est exactement ça, parce que comme je suis quelqu'un d'engagé, donc j'ai toujours été assez militant, oui, tu as tout à fait raison. Donc, je suis même montée sur scène pour venir raconter tout ce que j'avais appris. TEDx, j'ai fait un TEDx, mais j'ai aussi fait au théâtre de l'Atelier 3 spectacles, le Mamouze Show, ça s'appelle. Et c'est pour ça que tu as tout à fait raison. C'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur, et j'aimerais vraiment que ça aille plus loin. C'est que je me suis rendu compte, en faisant ces 2 livres, cette enquête et ce spectacle, que les gens avaient vraiment besoin, même d'apprendre en fait à se dérider, parce que ça dédramatise, en fait je les autorise, si tu veux plus exactement, à rigoler, parce que j'avais pas du tout compris, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à rire, figure-toi. 7% de la population n'arrive pas à rire, et donc souvent quand je faisais les premières petites conférences en racontant mon livre, on me disait mais vous êtes marrante vous, mais vous ça a l'air facile pour vous, mais moi je n'arrive pas à rire. Et alors là j'avais pas du tout compris qu'il y avait des gens pour qui c'était une difficulté. Bon, et puis en France, c'est pas quelque chose qu'on met vachement en avant. Faut être très sérieux. Si on rigole, c'est qu'on est léger. Et donc, j'ai fait par exemple ces spectacles. C'était le dimanche soir. C'était les dimanches soirs anti-grisaille avec Mamouze. Et j'ai invité des médecins à chaque fois qui n'ont cessé de répéter les bienfaits du rire, mais à tous les niveaux, à l'annonce de la maladie, à l'accompagnement de la maladie, avec les enfants, bien sûr, par exemple, j'ai invité les clowns médecins, et on se rend compte, mais de l'importance du rire, et là, justement, où le rire devient sérieux, le rire thérapeutique, et c'est ça que je me suis dit, mais en fait, c'est ça, je vais aider les gens à se marrer. Et donc, je suis devenue prof de yoga du rire. J'ai fait du yoga du rire sur scène. Et maintenant, mais même, c'est ça qui est fou, parce que je dis que je suis engagée, mais par exemple pour la cause des femmes. Donc, je suis allée là, il n'y a pas longtemps, à la Fondation des femmes pour plusieurs assos. Et à chaque fois, on me dit, tu peux faire du yoga du rire ? Je suis là, mais attends. Bon, c'est fou, parce qu'on pourrait dire que c'est à l'opposé. Eh bien non, on peut faire de l'engagement positif. Et moi, c'est ça que je voudrais faire, c'est qu'on met la joie partout, dans les écoles. Je ne comprends pas, parce qu'on sait maintenant que l'apprentissage, si on y ajoute du rire, mais on l'apprend 10 fois mieux. Dans une entreprise, si on met du rire, il y a 10% de productivité supplémentaire. Tu vois, enfin, j'ai un gros chantier devant moi. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, je regardais une interview de l'entraîneur légendaire de Nadal, qui est Tony Nadal, et il disait, avant de rentrer dans la technique avec son neveu, il lui disait, il faut que tu aies le bon mindset, donc il faut que ton visage reflète ton âme, et que tu sois en mesure d'aller saisir les opportunités et de créer les opportunités. Et donc il fait la comparaison, il dit, les gens qui réussissent dans la vie, ceux qui réussissent vraiment, c'est ceux qui ont le mindset, le visage d'aller chercher, d'aller créer des opportunités. Ce qui veut dire par là, c'est d'être positif. Et j'ai vu une statistique, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est qu'en 1939, en France, les gens riaient 20 minutes par jour. Et aujourd'hui 2 minutes, c'est le chiffre exactement. En fait, c'est ça, si tu veux, encore une fois, j'ai tiré un film, mais je ne m'y attendais pas du tout. Et tout ça, c'est ce que j'ai appris, évidemment. Et, alors, j'ai cherché, c'est dur de trouver la source, etc. Il y a plusieurs raisons, si on réfléchit, même si ce n'est pas exactement ça, mais c'est un peu une réalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le lien qui nous manque. Je dirais que c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'en 1939, il n'y avait pas de réseaux sociaux, même si par ailleurs, je trouve ça génial. Mais ce que je veux dire, il n'y avait pas nos portables où on se cache derrière, et du coup, à la queue de boulangerie, tu ne parles pas avec ton voisin, ou dans le métro, etc. C'est le lien, tu sais, il y a une étude à Harvard qui dit que la plus longue étude sur le bonheur, et ce qui en ressort, le plus important, c'est le lien. Le lien social. Le lien social. Donc, pour ça que je tire ce fil-là, parce que je crois qu'il y a beaucoup ça, c'est-à-dire que on sait
complètement individualisé. Ça, c'est pareil. C'est même Alexis de Tocqueville qui disait que le danger de la démocratie, c'est l'individualisme. Moi, je pense souvent à ça, tu vois. Donc, c'est vraiment l'idée de ne pas oublier de... tu parles de visage. Évidemment qu'un visage épanoui qui regarde, qui te sourit, moi, je dis ça à tout le monde. Faites ça, vous allez voir dans la rue ce que ça donne. C'est évident que les gens vont vous sourire en retour, c'est évident. Donc, en fait, il y a vraiment... C'est pour ça, c'est plus que le rire, en fait. C'est plutôt le sourire, c'est plutôt... J'aime beaucoup l'idée du mindset. C'est vraiment ça, c'est-à-dire, comment on fait pour remettre, en fait, du lien, de la joie et du rire et du sourire entre les gens. C'est plutôt ça, je pense, l'idée de ne plus rire aujourd'hui 2 minutes. Et puis, par ailleurs, et c'est ça que j'ai appris en faisant ma formation de yoga du rire, c'est que on peut agir sur notre cerveau. Et donc, ça va plaire à Monsieur Nadal. En fait, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre un sourire forcé et un sourire corrélé à une blague. Autrement dit, que tu as exactement les mêmes bénéfices de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine et d'endorphine, donc l'anxiolytique naturel, si tu ris, même si on t'a pas fait une blague. Tu vois, et ça, c'est génial, parce qu'autrement dit, tu peux agir sur ton cerveau, donc sur toi, sur ton bien-être, puisque si tu fais ça 3 fois par semaine, 15 minutes par jour, tu as tout ce qu'il te faut, tu es au top tu vois, de ta dose. Donc, en fait, il ne faut pas oublier ça. En effet, moi, je crois beaucoup aussi que c'est une gymnastique mentale, qu'on peut agir en le faisant. Il faut trouver, et puis il faut vraiment se brancher tous les jours, se dire, bon, alors attends, comment je fais moi, c'est aussi ça, c'est tenir à distance l'information, tu vois, débrancher, faire du sport. Bon, voilà, en effet, c'est un peu de gymnastique, mais c'est hyper efficace, quoi. Donc, si je résume ce que tu dis, c'est en fait le cerveau, c'est un muscle et que à force de l'entraîner, donc la célèbre phrase « fake it until you make it », yes. donc de s'entraîner, ça va entraîner ton cerveau et après, il va t'aider à aller chercher la joie. Alors concrètement, comment tu la cultives, cette capacité à être dans la joie ? Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien qui fait que tu arrives à t'éloigner peut-être de façon naturelle, mais si tu pouvais prendre un peu de recul pour analyser un peu ton quotidien, comment tu fais pour te conditionner à être dans la joie de façon, j'imagine, très naturelle pour toi ? En fait, c'est un énorme boulot. Enfin, je veux dire, pour en arriver là, c'est ça que je voulais dire. Et, effectivement, en fait, je veux dire, c'est comme tout, mais je crois vraiment... En revanche, maintenant, je suis complètement rattrapée par mon sujet. Voilà, parfois, je rigole toute seule. Donc, j'ai plein de conseils. Je dirais commencer par faire une thérapie, se connaître, du coup, connaître ses limites, ses défauts, ses qualités, être en paix avec soi-même. Faire du sport, c'est fou comme ça rend heureux, ne serait-ce que de s'activer et du coup d'y aller, d'être fier de soi après. Après, ma mère était attachée de presse pour tous les auteurs de développement personnel chez Albin Michel, comme Jacques Salomé, Paul Salomon. Donc, je me suis beaucoup moquée d'elle quand j'étais ado avec mes frères. Et maintenant, quand j'y pense, tout était tellement sensé finalement. Alors, évidemment, il faut piocher. Mais j'adore l'idée de envoyer des petits messages d'amour, de bonheur ou de joie à ses meilleurs copains, à ses parents. J'ai un père aussi, comme je le disais au début, tellement optimiste, pourtant immigré, qui arrive à 17 ans à Sarcelles avec ses parents qui avaient 45 ans. Enfin, ça n'a pas été fastoche, mais eux, ils regardent jamais derrière, jamais derrière. Et ça, j'adore ça, c'est-à-dire ils regardent toujours devant. Ça, je trouve ça hyper beau encore une fois, d'agir sur sa pensée. Tu penses que c'est culturel ? Tu penses Alors, que tu as eu un héritage culturel qui a aidé ? Oui, je pense. Alors oui, j'ai un père qui est séfarade, tunisien, et c'est vrai que c'est ce que dit toujours Romain Gary, lui-même immigré de Lituanie, et qui dit le rire, c'est l'arme blanche des désarmés, quoi. Ou en tout cas, c'est ce qui te permet de prendre de la distance et de reprendre la domination sur ce qui t'arrive, si tu veux. Il y a vraiment cette histoire-là. Mais après, il faut être capable, parce que je pense qu'il y a aussi des gens pour qui tout s'effondre, de tout perdre, etc. Mais je crois que dans le cas de mes grands-parents, la force, c'était vraiment il y avait des boulettes et des blagues à table. Et c'était vraiment le concours de blagues du vendredi soir. C'était génial. La maison était ouverte. Il y avait toujours tous les cousins qui pouvaient venir avec tous les copains. Donc oui, il y a quelque chose de culturel, bien sûr. Mais en tout cas, moi, chaque jour, je sais que j'essaye, même avec mes fils, puisque j'ai eu des garçons, j'essaye toujours de dédramatiser, de faire une blague. Ce qui ne veut pas dire ne pas prendre au sérieux ce qu'ils disent. C'est pour ça que c'est vraiment sur un fil, ce sujet-là. C'est prendre au sérieux, mais dire, attention, toujours relativiser. On a à manger, on a un toit. Tu vois, je pense... Et puis pour finir, je dirais aussi, donc, mettre un peu à distance l'info. C'est bien d'avoir de l'info, mais
c'est ce que dit Yigal Hariri, hein, on n'a quand même jamais été aussi bien, on n'a jamais vécu aussi longtemps. Il faut aussi se rappeler des choses positives. C'est vraiment une balance. Et moi, je dis toujours, l'engagement, ça rend heureux parce que justement, aider les autres, voilà, ça rappelle aussi que on peut aider, on fait partie d'une chaîne de solidarité. Moi, je sais que voilà, ça fait partie des tips essentiels pour aller bien. Oui, d'avoir le sentiment de contribuer à rendre le monde meilleur et de se sentir utile. Exactement. Alors, cette énergie positive, cette joie, comment tu l'utilises en fait pour transformer tes relations professionnelles? Moi, je sais que je me suis quand même un peu renseignée, étudiée le cas Mamouze. Tu sais fédérer les gens autour de toi. Alors, comment tu l'utilises? C'est marrant parce que tu as tout à fait raison, j'avais jamais réfléchi comme ça, mais je pense que c'est des skills que j'ai naturellement aussi de fédérer, c'est vrai. Ça, c'est très important et depuis que je suis petite, parce que j'ai aussi des élèves, puisque je suis des étudiants, je suis directrice d'un MBA de production. Et finalement, que ce soit dans ma boîte, Mamouze Prod en tant que chef d'entreprise et productrice, que ce soit avec mes élèves, j'essaye toujours, d'abord, j'ai une règle dans la vie qui est fait aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Donc ça, c'est aussi une éthique. C'est-à-dire vraiment, j'essaye toujours d'être le plus clean, le plus... avoir une communication bienveillante. Je peux être dure, hein, je sais, voilà, mais que ce soit pareil avec mes enfants, mes étudiants, mais c'est toujours juste. J'essaye toujours d'être le plus juste et fédérer et aussi remettre chacun à sa bonne place, c'est-à-dire que encore une fois tu connais tes qualités, tes défauts, donc tu dis de dire j'ai besoin de toi et on travaille main dans la main. J'aime beaucoup le côté anglo-saxon d'être dans une horizontalité. Comme j'ai des frères qui travaillent à New York et à Londres, il y a aussi on échange. Donc j'ai un frère qui est prof à Westminster University et il me dit ça toujours. Moi, il emmène ses élèves à Burning Man, c'est-à-dire, tu vois, parce qu'il est architecte. Et j'ai adoré sa façon de travailler avec eux et d'échanger avec eux. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi avec mes élèves, leur dire moi j'ai l'expérience. Hein. S'il y a un avantage de l'âge, c'est ça. Et vous, en revanche, c'est vous qui allez faire les médias de demain, c'est vous qui allez faire les contenus de demain. Donc qu'est-ce que vous aimeriez voir? En fait, essayer de sortir aussi le meilleur des uns des autres, leur dire que des qualités personnelles et de vie privée, réfléchir et les tirer vers le côté professionnel, ce que tu me demandes de faire à l'instant. Donc, il y a ça, et puis c'est sûr que c'est la joie, essayer de pas s'emporter. Et c'est vrai que, par exemple, j'adore, j'ai une tripotée de caméramans que j'adore, avec qui j'adore travailler, et c'est la joie de les retrouver. Donc, en fait, si tu mets de la joie, eux aussi ils ont de la joie, et puis du coup, le travail, c'est de la joie. Enfin, c'est vrai que tout est bénéfique. Et par exemple, on avait fait une très belle émission pour le mémorial de la Shoah. C'était un gros truc, parce qu'il fallait monter dans la crypte, un plateau télé, donc non seulement il y a le lieu solennel, très sérieux. Voilà, le lieu solennel. Et je crois qu'ils n'ont jamais vu ça parce que ça s'est passé d'une douceur, alors qu'il y avait une équipe de 40 personnes. Moi, je faisais l'édito, je devais briefer les invités pendant que le plateau montait, et c'était d'une douceur et d'une beauté. Et je me suis dit, voilà, je pense qu'on a réussi parce que voilà, les gens savent très bien ce qu'ils doivent faire, c'est doux, il n'y a pas d'énervement. Parce que souvent, c'est vrai que c'est des métiers où ça tempête. Et parfois, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'énervement pour pas grand-chose, parfois. Ok, merci. Donc, j'allais pas refaire ça, voilà. D'un point de vue, je passe à une question un peu plus business. Ton business model, donc comment tu as transformé, si tu veux, ces compétences en business viable? Donc, je sais que tu fais des conférences, que tu donnes aussi des cours dans une école, tu as ton compte Instagram, évidemment, tu fais des shows. C'est quoi ton business model? Et en fait, concrètement, quelles sont tes différentes sources de revenus aujourd'hui? Alors, c'est très intéressant parce que journaliste, monter une boîte, tu vois, pour moi, c'était vraiment à l'opposé. Alors, heureusement, j'ai un père entrepreneur voilà, qui a monté plein de boîtes et tout ça. Et donc, m'avait dit, de toute façon, si t'as pas ta boîte à 40 ans, c'est que t'as loupé ta vie. Merci, papa. Surtout que vraiment, encore une fois, je voyais pas du tout comment faire. Ce qui est assez drôle, c'est que finalement, comme tu sais, à la télé, on a toujours des contrats un peu bizarres, des CDDU, c'est-à-dire de septembre à juin, et puis après, à l'émission. Puis ça devenait de plus en plus difficile quand même. Mais ça reste quand même des emplois précaires. Complètement précaires, oui. Exactement. Et donc, je me suis dit, tu vois, j'ai commencé à monter ma boîte parce qu'on m'a demandé d'animer des podcasts. Et puis, en parallèle, on m'a demandé de créer ce MBA de production audiovisuelle à l'EFAP. Donc, je me suis dit,
bah, si j'ai une facture récurrente, peut-être je peux monter ma boîte. Mais tu vois, tout ça, ça s'est fait. C'est drôle, c'est des chemins, quoi. Et qui s'appelle Mamouze Prod, là aussi, alors que c'était avant le succès, donc c'est assez rigolo. Mamouze étant le petit nom qu'on me donnait à l'adolescence, tu vois, la mamouze. Et donc, en fait, voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et puis, donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai cette facture récurrente de l'EFAP. Ensuite, j'ai assez vite aussi eu un contrat récurrent avec La Poste. Et je présente le magazine de La Poste tous les mois. Donc ça, c'est pareil. C'est quand même assez génial de s'assurer d'avoir des factures récurrentes pour répondre à ta question du business plan. Après, je trouve ça pas toujours facile parce que dans les médias, on ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus, ça change, les contenus changent. En 6 ans, ça a beaucoup changé. Mais j'ai eu la chance de commencer avec les podcasts et donc j'étais pionnière dans ce boulot-là, donc c'était assez chouette. Et c'est vrai que Mamouze, mon Insta, me permet d'avoir une forme de visibilité. Mais parfois, les gens pensent que ça y est, je fais du show, donc je fais plus de production, tu vois. Donc c'est ça qui est un peu difficile. C'est comment tu prends la parole sur Insta pour raconter ta vie professionnelle. Voilà, parfois, c'est ça mon questionnement. Mais souvent, je fais des contenus vidéo. En fait, ce que je faisais à la télé, je l'ai mis en place pour des clients différents, des grosses boîtes qui ont toujours besoin de raconter des histoires. Et moi, je dirais, mon talent, c'est d'être journaliste animatrice et de pouvoir produire le contenu. Donc, si tu veux, j'ai un package où je te rends voilà, bien habillé, bien présenté et ficelé de A à Z. Et puis, en plus, maintenant, je peux le rajouter sur Mamouze si les gens en ont envie. Donc, voilà, en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de casquettes différentes. Et voilà, après, il y a les conférences régulièrement. C'est assez rigolo parce que je ne sais jamais aussi, tu vois, ce qui va arriver. Mais c'est ce que j'aime aussi. Moi, j'aime bien la surprise. Donc, pour te répondre, voilà, j'ai du boulot, mais le business plan, c'est toujours difficile parce que je ne saurais pas te dire ce que je rêve de faire, disons, dans 10 ans, quoi. En fait, je te pose la question parce que moi, c'est un peu ce qui anime aussi mon métier. Tu sais, comme je disais, je suis coach dirigeant en plus d'être hôte de ce podcast. C'est la chose que je mets en avant en premier. C'est comment tu peux investir, ce qu'on disait tout à l'heure, dans ta singularité. De un, parce que ça va te rendre heureux. Et une fois que tu es heureux, tu peux performer. Donc là, ma question était plus sur la partie performance. Je trouve ça, et c'est ce que j'essaie aussi de propager autour de moi, de par mes engagements. On a un engagement commun justement auprès des femmes. Au niveau des finances, c'est en fait à un moment donné dans quoi tu vas investir en plus de si tu as déjà un métier, investis sur quelque chose que tu portes, dans lequel tu as un talent naturel et comment tu peux le transformer en business. Tu as vraiment l'exemple parfait pour le démontrer, ne serait-ce que par les conférences, par les vidéos que tu peux faire, par l'envie aussi de transmettre, tu vois. En fait, c'est drôle parce que c'est un peu comme mon Insta, c'est assez organique, mais en effet, aujourd'hui, ce qui est génial, par exemple, c'est que des grosses boîtes comme Deco ou La Poste, même, ils me choisissent moi, avec mon ton. Tu vois, et c'est ça c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, j'aurais jamais pensé, puisque moi, j'essayais souvent tu sais, j'ai fait la fameuse formation voix pour avoir la voix sur les sujets d'M6 et tout ça. Et donc, c'était encore une fois pour me formater. Et puis maintenant, je me déformate et les gens sont hyper contents d'avoir le vrai Mamouston, tu vois. Et c'est ça qui est hyper sympa. Et donc, je ne peux qu'abonder dans ce que tu dis. C'est-à-dire que finalement, plus je vais vers moi, mieux ça marche. Mieux ça marche, plus je suis confiante, plus je gagne. Et donc, c'est vrai que c'est exactement ce qui s'est passé. Et qu'aujourd'hui, du coup, c'est un grand bonheur de travailler. Et moi, je me réjouis chaque jour. Parce que souvent, les gens, même quand ils viennent me voir, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Mais comme moi, j'ai à la fois la technicité, disons, de la journaliste et de la productrice, après, c'est du beurre, tu vois, pour aller trouver l'histoire. Et c'est ça que j'aime trouver. Donc, tu as tout à fait raison. C'est assez joli ce que tu dis, puisque là aussi, c'était pas du tout stratégique. Mais c'est devenu une très bonne stratégie. Tout à fait. Quand tu parles justement de production de contenu, comment tu arrives à transformer, tu vois, une simple histoire en contenu qui résonne, ne serait-ce pour les boîtes pour qui avec qui tu collabores, ou alors tout simplement toi, comment tu vas choisir des sujets qui vont toucher, quelle est ta sélection, comment tu fais, c'est quoi ta méthode en fait? Alors moi je suis extrêmement curieuse, je dirais que c'est numéro 1 de mes qualités et c'est pour ça que je voulais d'ailleurs être journaliste, hein. J'ai une curiosité mais insatiable, c'est parfois même difficile pour moi, mais c'est vrai que je suis obligée d'apprendre et tout ça, donc en fait finalement je suis très curieuse de l'entreprise qui va venir me chercher. Je vais avoir envie de savoir, j'ai envie d'aller chercher pourquoi ils l'ont créé, comment, qu'est-ce qui a marché, les personnages modèles qui l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait. Et donc, ça marche de façon assez naturelle parce que
je dois dire que, pareil, j'aurais jamais imaginé qu'en montant ma boîte sur les podcasts, par exemple, et sur le brand content, ça serait aussi intéressant. Mais les gens, les entreprises, ils n'ont pas envie de prendre Enfin, s'ils prennent la parole, ils le font sur des sujets très intéressants. La RSE, les sujets d'engagement, justement, toutes les nouveautés, les innovations. Donc, en fait, je me régale parce que souvent... c'est là où je me dis aussi que j'avais du boulot parce qu'ils savent pas forcément le raconter, ils savent pas le mettre en avant. Donc c'est par mon questionnement, par mon interview, où bien sûr ils ont souvent quand même, ils ont une demande, mais il faut aller chercher si tu veux. Donc, et c'est ça que je trouve génial, c'est-à-dire que c'est de la co-construction. Et moi, je crois beaucoup à cette histoire d'intelligence collective, de cette réflexion commune, partagée, où les gens te font confiance, parce que quand même, tu as une forme, encore une fois, d'expertise et d'expérience, et que eux, ils ont besoin que tu les aides à structurer peut-être une histoire, quelqu'un à mettre en avant. Donc, ça se fait assez naturellement. Et puis, peut-être au départ qu'il y avait un peu d'évangélisation sur l'idée de prendre la parole différemment et tout ça. Puis maintenant... j'ai l'impression ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Donc en fait, c'est vraiment un travail collectif. Mais tu vois, j'ai encore animé pour le ministère de la Justice vendredi, mais c'est moi qui ai aussi fait la programmation sur les violences faites aux femmes, comment la sphère de l'entreprise, comment l'entreprise peut travailler et aider la sphère de l'intime. Et tu vois, c'est vachement intéressant parce que c'est vraiment une conversation qui on invite. Pourquoi ? Comment on le raconte ? Est-ce qu'il y a des termes que vous devez utiliser et que sur lesquels je ne dois pas, moi, faire d'impair ? Et c'est ça que je trouve hyper, hyper intéressant. Parce que maintenant, mais dès mon premier podcast pour Accor, par exemple, ils te font confiance maintenant. Alors qu'au départ, c'était très... encore une fois, on t'imposait les gens, on t'imposait les sujets, on t'imposait les questions, Et je trouve ça génial que maintenant, ils fassent confiance. Et que du coup, moi je me souviens, il m'avait filé les clés de la maison. Il m'a dit, vous interviewez qui vous voulez. Je me dis, ça c'est dément quoi. Parce que moi, comme j'adore, et, tu vois, je me rappelle vraiment, je m'étais dit, ça y est. En fait, ils ont compris que aujourd'hui, il fallait faire confiance, que ce soit moins formaté, que ce soit plus instructif, informatif, un peu plus informel. Donc, du coup, l'info passe mieux, là aussi, parce que quand c'est trop avec des EDL, ça marche moins. Donc, il y a quelque chose d'assez naturel. Oui, j'adore. Oui. J'ai mis longtemps à comprendre tous les acronymes comme ça dans les boîtes. Donc, il y a quelque chose d'assez vertueux. Et quand tu parlais d'authenticité tout à l'heure, comment tu fais ? Il y a une méthode, en fait, pour être authentique. On peut l'être avec soi-même, mais quand tu dois faire justement du contenu pour les autres, ou si tu devais donner un conseil... quelle est la méthode pour créer du contenu authentique et finalement de choisir des histoires qui méritent d'être racontées ? C'est drôle parce que c'est une bonne question. Comment on fait ? Je dirais que c'est pour ça que je parlais de thérapie, c'est se connaître et surtout faire confiance à son intuition. On dit beaucoup ça dans les manuels de développement personnel. C'est pas évident, hein, mais je pense qu'il faudrait se questionner soi-même, être très... calme, donc après peut-être un peu de méditation, mais tout ça peut être très court, hein. Je suis pas du tout gourou, hein, mais je pense que c'est vraiment d'avoir sa voix intérieure et que sa voix intérieure soit vraiment en paix et calme et du coup vous guide vers la meilleure chose. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... C'est pour ça qu'il faut c'est vraiment assez personnel, mais moi je dirais qu'il y a quelque chose comme ça de... Moi je ressens beaucoup les choses. Et parfois, mon GPS était un peu brouillé. C'est pour ça que je parle de calme intérieur et de flamme intérieure qu'il faut toujours nourrir. Donc, il y a quelque chose... Si on se fait confiance, on va vers le bon chemin, je dirais. Donc ça, et du coup, on est authentique. Je pense vraiment... ça serait un de mes premiers conseils. Et puis, ça, c'est un de mes professeurs dans mon DESS de journalisme. Il m'avait dit, il n'y a pas de questions bêtes. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Parfois, si tu veux, quand on questionne, et je dirais que c'est dans l'ordre dans une boîte, ou quand tu es face à un client, ou face à un intervenant, ou quelqu'un que tu interviews, parfois on veut aller trop haut, trop loin, trop vite, et on ne pose pas la question basique. Et je pense que parfois, il ne faut pas hésiter. Et du coup, ça va créer une conversation authentique. Et ça, c'est... Mais il faut avoir aussi travaillé en amont. Authentique ne veut pas dire ne pas avoir travaillé. C'est pas du tout ça. Tu as vachement bossé, etc. Mais ensuite, tu pousses tes questions et puis tu essayes de te dire, bon, alors attends, s'il a dit ça, peut-être que... Voilà, moi, je fais souvent des ramifications. Et donc, je dirais, pour essayer d'être le plus proche de ce que toi, tu ressens et que tu penses,
en ayant travaillé sur la question de la personne en face de toi. Est-ce que tu penses qu'il faut lâcher prise sur le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde? Parce que plus on est proche de soi et finalement de cette authenticité, forcément on doit par la même occasion accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est sûr, t'as raison. Tu confirmes? Bien sûr, bien sûr. Ce qui était difficile parce que je suis aussi une pleasant girl. Et oui, c'est vrai, c'est très juste. Mais en fait, tu comprends à un moment, si justement tu es en accord avec toi-même, que c'est pas grave parce qu'en effet, moi, mon côté un peu, on va dire, enthousiaste, je sais, puisque longtemps, c'était pas toujours fastoche d'avoir cette... c'est ce que tu disais au début. Cette veste-là, exactement. Oui. Donc, en fait, je le comprends et c'est ce que je dis. Et en fait, c'est ça qui est assez génial parce que, encore une fois, si tu es en accord avec toi-même, par exemple, je me souviens pour Renault, pour le Paris Motor Show, ils voulaient une journaliste qui fasse des interviews en anglais. Et donc, j'avais fait une vidéo, tu vois, pour montrer qui j'étais, pour voir s'ils allaient me choisir. Et je l'ai fait le plus naturellement possible. Je dis, OK, so I'm Julie, I'm like this, I'm a little French girl, tu vois. Et je me souviens qu'il m'avait choisi. Et je m'étais dit, bon, je l'envoie comme ça parce que je suis ça. Je vais pas commencer à faire my really good English accent. Tu vois, je me dis, je vais pas exagérer, tu vois, parce que je suis pas comme ça. Et j'avais trouvé ça super chouette parce que c'était vraiment au début aussi de ma boîte et il m'avait pris en disant, voilà, c'est vous qu'on veut. Alors je me dis, bon, ça c'est génial parce que j'avais été vraiment authentique. Et j'avais pris le risque que c'est pas quelqu'un comme moi qui voulait. Mais ça sert à rien parce que je me dis que si je mens, tu sais, tout va être beaucoup plus poussif. Alors que si je suis vraiment moi, ça veut dire qu'ils choisissent moi pour moi. Et puis voilà, quoi. Donc oui, bien sûr que tu peux pas plaire à tout le monde, surtout quand t'assumes qui tu es. Je suis tout à fait d'accord. Bon, c'est pas fastoche, hein. Non, c'est pas facile. Mais ça, c'est un des bénéfices tangibles, en tout cas, qu'on peut observer dans ta vie pro. Tout à fait. Quel autre bénéfice tu pourrais voir qu'il y a eu dans ta vie, qui soit tangible, concret, du fait de ton authenticité et de ton enthousiasme dans ta vie pro et perso? Ouais. En fait, ce qui est drôle et chaque jour, je me rends compte que c'est de mieux en mieux, en fait. Et j'aurais jamais pensé ça. Donc, c'est pour ça que je me réjouis. Parce que, oui, non, mais encore une fois, que le mémorial, que Jean-Claude Decaux, que tout c'est la Poste, de tous mes clients, en fait, une fois qu'ils t'ont fait confiance, ça marche. Tu vois, il y a un côté... complètement vertueux. C'est ça qui est chouette. Et puis alors là, plus ça va... Parce que même, on va reparler aussi de l'engagement pour la cause des femmes. Par exemple, là, donc, j'ai le podcast avec Sarah Baru qui s'appelle Rester vivante. On en a fait un documentaire. Il y avait un livre auparavant. Et là, par exemple, je vais certainement travailler avec une grande marque de vêtements. Et si tu veux, non seulement je vais aller en interne faire du yoga du rire, non seulement, tu vois, je vais faire de la newsletter, et après, on va aussi faire justement amener à une conférence avec Sarah Baruch et que j'animerai sur comment l'entreprise peut venir en aide aux femmes victimes de violences. Tu vois, c'est fou. C'est-à-dire que moi qui adore les vêtements, tu vois, il y a tout. Je vais pouvoir, comme si mon écosystème, finalement, qui pourrait paraître assez large et peut-être un peu désordonné, non, en fait, plus ça va, plus je peux emmener toutes mes compétences avec moi dans une très belle entreprise. Et ça, je trouve ça merveilleux. J'aurais jamais imaginé que j'arrive à faire tout ça. C'est intéressant parce que là, on parle d'un skill aujourd'hui dans cet épisode qui est le skill le rire, mais en réalité, évidemment, il est porté par d'autres compétences et avec tout ce que tu dis, moi, j'en vois d'autres. Je vois la compétence d'apprentissage, j'ai besoin d'apprendre, je suis curieuse, j'ai besoin de contribuer, j'ai besoin de donner. Donc tout ça viennent soutenir, viennent cultiver cette joie que tu peux porter. Donc c'est important aussi de le dire, c'est qu'on parle d'une compétence, mais c'est une compétence aussi qui est cultivée par d'autres compétences, et j'ai même envie de dire, c'est des besoins. La compétence, enfin le talent est un besoin viscéral. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. C'est pour ça que je parle du rire et que je dis que c'est une compétence. On peut l'apprendre, il y a des techniques pour l'apprendre. Mais l'idée, c'est d'avoir un besoin chez vous que vous portez et que vous avez besoin de rire et de faire rire les autres. Et à ce moment-là, c'est de le développer par le travail, par des techniques, des astuces que tu nous as données aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un peu comme ça que je le vois.
Bah, c'est extrêmement juste ce que tu dis. Et pareil, moi, c'est pour ça que je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui et de t'entendre parce que tu vois, je pédale quoi. Tout ce que je fais, je pédale. Je suis toute seule. Alors, j'ai des collaborateurs, mais c'est vrai que tu vois, c'est moi qui oriente la boîte, c'est moi qui réponds, c'est moi qui Parce produis. que tu es c'est moi qui fais. entrepreneur. Oui, je suis vraiment entrepreneuse. Oui. Mais je trouve ça hyper intéressant puisque finalement, quand je disais petite que je voulais être journaliste, c'était hyper important pour moi. Je sais pas pourquoi, genre comme Joseph Kessel. Mais tu vois, pour moi, journaliste, c'était aussi changer le monde. Tu vois, Joseph Kessel, c'est rapporter le monde et si possible, le changer ou en tout cas l'aider dans la quête du changement. Donc oui, bien sûr, un besoin viscéral, tout ce que tu dis, et l'apprentissage, tout ça, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, parce que là, j'ai l'air peut-être de dire ça avec des facilités, mais qu'est-ce que je bosse et qu'est-ce que j'ai bossé. Enfin, je veux dire, tu sais, sans du tout me comparer à Picasso, mais j'adore cette phrase de Picasso quand il y a un mec qui lui dit, tu peux me faire une signature sur un apron dans un resto, et il le tend, comme il le fait, Picasso, puis il le tend, et puis il dit, bon, bah, c'est 50 000 balles. Il dit, bah, c'est cher pour un gribouillis. Il dit, oui, mais enfin, c'est 30 ans de boulot et un gribouillis. Et d'une certaine manière, moi, je dirais ça. C'est-à-dire, c'est aussi le fruit d'un énorme boulot. Voilà, j'adore le rire, j'adore. Mais finalement, c'est une continuité dans mon chemin de travail, si tu veux. C'est ça que et voilà, et je suis venue implémenter et complémenter tout ce que j'avais appris. Donc, c'est ça que je trouvais hyper chouette. C'est-à-dire que, et pourquoi ça me rend positif, et ça, c'est peut-être le message à passer, c'est que, mais on peut tellement apprendre, avancer, changer, grandir, et c'est jamais fini. Et ça, je trouve ça dément, quoi. En termes d'entourage, tout à l'heure, tu parlais des relations de l'étude de Harvard. Est-ce que ton entourage partage cette valeur ou pas forcément ? Plus ça va, plus je partage ça avec des gens qui ont les mêmes valeurs. C'est vrai que du coup, mon entourage, j'ai toujours un socle hyper fort de mes vieux amis et tout ça, mais je crois qu'on a tous quand même ça. Finalement, c'est ça aussi que j'ai réalisé, c'est qu'il y a quand même beaucoup l'engagement, la joie, l'apprentissage. Et puis plus ça va, plus sur mon chemin, j'emmène des gens avec moi qui sont dans des quêtes. C'est drôle, moi j'ai beaucoup de copains qui sont dans les quêtes et qui, chacun dans leur domaine, ça peut être Blanche de Richemont qui a fait le dictionnaire sur la joie et qui, elle, emmène les dirigeants marcher dans le silence et vers la joie dans les déserts. Olivia Klimis, qui est une super avocate qui est devenue prof de yoga, elle spécialisée sur les mythes parce qu'elle est grecque. Tu vois, et moi j'adore ces gens avec qui je peux avancer. Docteur Julia Gless, qui est directrice médicale à l'Institut Raphaël, tu vois, sur la médecine intégrative. En fait, moi c'est vrai que j'ai besoin d'être tout le temps nourrie et d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est voilà. Et donc, en effet, autour de moi, il y a des gens. C'est rarement des small talk, ça c'est vrai, tu vois. J'adore aller écouter les conférences de Delphine Orviller. C'est vrai que j'ai quelque chose comme ça de l'ordre de toujours apprendre et de grandir quoi, par la connaissance. Oui, et puis quand on dit bien, quand on parle de rire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles et que parfois c'est un peu plus compliqué. C'est juste combien de temps tu décides. En fait, c'est là la différence. J'ai une épreuve difficile, je me sens triste. Combien de temps tu vas accorder en fait à ce moment douloureux ? Tu mets ta cape parce que en fait, de toute façon, je vais pas être vulgaire, mais la vie peut être très 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 dure. Et chaque jour, on peut avoir de très mauvaises nouvelles. Et personnellement, ou pour nos amis ou nos familles, non, ça c'est sûr. Mon père s'est encore cassé la figure vendredi, on s'est à Londres et on s'est retrouvé à l'hôpital. Bon, passer le choc, bon, finalement ça va, hein. Mais puis c'est le sang, enfin bref. Et après on a assez vite rigolé à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on va faire, de toute façon ? Ça, tu en parles, c'est le rire quand on est stressé. Ouais. Oui, bien sûr. Puis qu'est-ce qu'on va faire, en fait, finalement ? Donc on a rigolé, bon, ça n'a pas été la première heure, non, c'est pas drôle. Mais bon... Voilà, en fait, choisir, c'est dédramatiser, prendre du recul. Et ça, tout de suite, ça nous fait du bien. En fait, c'est vraiment comme une pilule magique. Oui, tu es dans l'instant présent. Et tu dis comment je me sors de ça c'est tout très, de suite. très, très important. Moi, j'ai fait une dépression nerveuse. Et le jour où j'ai compris que l'instant présent, kiffer l'instant présent, c'était le meilleur remède à la vie. Alors là, depuis ça, c'est vraiment, je me le dis tout le temps, c'est quelque chose qui revient vraiment très, très régulièrement. Mais voilà, être pleinement là où on est, au moment où on est. Et ça, je dirais que c'est déjà une des meilleures recommandations de vie. Et justement, tu parles de dépression nerveuse. Comment tu les gères, ces moments où tu n'as pas envie de rire, en fait ? Parce que qui dit dépression, dit j'ai pas envie de rire. Bon, là, c'était sûr que j'avais pas envie de rire. Mais quand même, non, j'étais vraiment pas bien. Mais quand même, c'est marrant parce que j'étais même vraiment pas bien et sous médoc et tout ça. Mais finalement...
Je vois toujours, j'ai toujours l'œil qui frise. Donc oui, je savais, tu peux rien, c'est comme ça tombe sur toi. Il y a des moments où c'est trop dur, la vie. Mais ouais, j'ai toujours eu l'œil qui frise et j'ai toujours un copain avec qui tu peux te marrer, une blague. C'est presque l'humour de politesse, c'est le côté un peu ashkénaze, le désespoir et comment t'en fais un... Et moi, je dois dire que j'essaye toujours de tordre vers ça la vie, quoi. Et même quand c'est les pires moments. Et c'est pour ça que je parle de Delphine Villers, parce que je pense souvent aux enterrements, et elle l'a écrit dans son livre Vivre avec nos morts. Et il y a des moments où malgré tout, ça reste drôle. Et c'est ça qui est beau dans la vie. Voilà, s'il nous reste que quelque chose, c'est bien ça, c'est gratuit, le rire, la blague. C'est comment tu fais. Mais même quand des copains t'annoncent des mauvaises nouvelles, comment tu essayes de tout de suite trouver... de tordre en fait la réalité, la mauvaise info vers le côté positif, quoi. Moi, c'est quelque chose, encore c'est vraiment ce que j'essaye de faire tout le temps, mais même avec mes fistons, on essaye toujours voilà, de faire ça. Bon, pas fastoche. Il y a de l'apprentissage ouais. Dans ces moments-là. Tu te dis, je suis en train d'apprendre quelque chose. C'est ce que je dis beaucoup. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est vraiment même... voilà, il y a eu plein de drames ces derniers temps autour de moi, mais... Oui, c'est ce que je pense. Je pense que même la pire des dépressions, la pire des nouvelles, t'apprends quelque chose sur toi et tu peux en faire quelque chose de beau. C'est peut-être un peu naïf, mais j'y crois profondément. Ouais, je crois que c'est Jean d'Ormesson qui dit ça. C'est dans une rose, il y a des épines et les épines, c'est la réalité. Donc les pétales, c'est le rire et les épines, c'est la réalité et on surfe dessus, quoi. On essaye de penser au moment présent. C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai un copain qui va pas super bien en ce moment et je lui ai envoyé, justement hier soir pour sa semaine, je lui ai envoyé un surfeur. Voilà. Tu vois, j'ai un surfeur et puis une fille qui faisait la roue, ça c'était moi. Tu vois, pour donner la joie, quoi. Tu as parlé de ton papa assez souvent. Est-ce que c'est un de tes mentors ou tu as eu des mentors dans ta vie ou en tout cas des personnes qui t'ont inspiré dans cette approche de voir la vie de cette façon? Beaucoup, mes grands-parents et mes parents, c'est vrai, parce que ils sont assez beaux tous, chacun dans leur... ce qu'ils étaient, j'adore, j'ai des grandes valeurs de mes grands-parents qui étaient très différents, puisque j'avais donc les juifs tunisiens et les cathos bourgeois du 17e, c'est ça, c'est drôle. Et pour autant, ils avaient tous des valeurs magnifiques, voilà, déjà des belles valeurs, et d'engagement là aussi, je sais pas, des gens bien, je pense toujours à eux. Quand je fais des choses, c'est vraiment des gens à qui je parle très régulièrement. C'était profs, voilà, résistant pour mon grand-père, Georges. Et donc, c'est vraiment des gens, je me dis, eux, c'est vraiment des modèles. Ma grand-mère, qui recevait tout le temps, tout le monde toujours positive, alors qu'elle avait eu plein de drames, etc. Et mon autre grand-mère, beaucoup très malade et qui pourtant restait toujours très digne. Et donc, voilà, je pense beaucoup à eux. Et je dirais, tous les gens... bien sûr, mon père, parce qu'il a monté plein de boîtes alors qu'il arrivait avec rien, tout ça, c'est vrai. Ou ma mère, pareil, toujours positive. Elle a cette phrase de Voltaire accrochée sur son bourreau, j'ai décidé d'être heureux, donc je ferai tout pour l'être. Et donc oui, bien sûr. Et puis après, il y a des gens, oui, qui m'ont accompagnée, je dirais, dans le monde professionnel. Un Bernard de la Villardière, pour qui j'ai beaucoup travaillé chez M6, qui a monté sa boîte et qui m'avait dit cette phrase à laquelle je pense tout le temps, c'est quand j'ai monté ma boîte, j'ai compris que tout faisait sens, tous les gens que j'avais rencontrés, tout ce que j'avais fait. Et c'est drôle parce que c'est exactement ce que je dis moi aujourd'hui, donc je pense beaucoup à cette phrase, il a dû me la dire il y a 10 ans, et je crois beaucoup à ça quand on monte sa boîte, c'est ça, il y a quelque chose qui a beaucoup de sens. Donc ça, oui, il y a beaucoup de gens, moi j'adore... j'adore, de toute façon j'adore les biographies, j'adore m'inspirer des gens, j'adore la biographie de Michel Fitoussi sur Helena Rubinstein, qui pour moi est un modèle du genre, parce que Helena Rubinstein, au 19e siècle, qui part avec son petit tonguan de sa grand-mère en Australie, alors qu'elle vient d'un shuttle polonais, et qui fait fortune, mais qui fait une réussite extraordinaire, je me dis, si elle peut, nous on peut tout, quoi. Voilà. Ouais, et parfois on a l'impression qu'on fait des choses qui servent pas à grand chose, en tout cas on n'en voit pas tout de suite l'impact, et c'est Steve Jobs qui avait fait un super talk à Stanford et qui parlait justement de relier les points, connecting the dots, et donc il dit parfois on ne sait pas pourquoi, mais on les fait, et ce n'est que à la fin qu'on se rend compte que tout a servi. Incroyable, ça c'est vrai, c'est vraiment marrant, parce que j'aurais jamais imaginé, c'est ça qui est hyper beau en fait. Un skill challenge, parce qu'on s'est dit que ça devait être concret, hein, pour ceux qui nous écoutent. Quel exercice concret, Julie, pourrais-tu proposer
à nos auditeurs pour qu'ils développent leur capacité à cultiver et partager la joie, mais qu'ils peuvent mettre en place tout de suite dans les 24-48 heures? Alors, je dirais, par exemple, donc le rire, on a compris, moi, mon spectre, il est super large. C'est la joie de vivre aussi, c'est la bonne humeur, c'est ce que j'ai compris, parce que moi, je ne suis pas humoriste. Je dirais, trouver une activité qui vous rende heureux, mais très vite. Donc, moi, je sais que ça peut être la danse. Moi, c'est la danse. Donc, par exemple, mettre la musique à fond, danser avec ses enfants. En fait, essayer de changer aussi son quotidien et son mindset du quotidien. Donc, vraiment, la danse. Cuisiner avec ses enfants, ou seul, ou avec son mec, ou ses meilleurs copains. Vraiment, profiter de tout ce qui est gratuit au quotidien dans la vie, faire des sourires dans la rue. Allez, pendant 10 minutes, vous dites, je vais un trajet et hop, je vais sourire à toutes les personnes que je vais croiser. Moi, vraiment, c'est des trucs vraiment comme ça. Moi, je me fais des challenges. Moi, je parle toute seule dans la rue et je fais ça. Et c'est fou. Je mets un manteau rose. Mettez un manteau rose. Vous allez voir la réaction des gens. Mais c'est dingue. Donc, en fait, il y a plein de petits tips comme ça qui, mis côte à côte, vraiment vous changent un quotidien. Manger en conscience. Partager du pain avec quelqu'un, franchement, je suis pas Jésus, mais c'est vrai quoi. Faire attention à quelqu'un qui est un peu triste dans la journée, allez le voir. Ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'as besoin de quoi? Franchement, ça a l'air con tout ça, mais si vous mettez ça déjà tout côte à côte dans la journée, laissez le portable, mais pendant 1 heure pour de vrai. Moi j'adore, j'ai un fils aîné qui est très sérieux, qui dit, tu sais maman, j'ai mis des times, du temps sur mon portable pour pas aller regarder mon portable. Et je trouve ça génial, quoi. Voilà, en fait, faire tout en conscience, être là, vraiment, aller se défouler, envoyer un petit mot à quelqu'un que vous aimez. Chaque jour, un petit mot à quelqu'un que vous aimez. Voilà, t'es important pour moi pour ça. Merci d'être là. Voilà, vraiment, plein de petites choses qui peuvent, comme ça, jalonner la journée et puis se raconter des blagues. Moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai une nouvelle éditrice qui me dit, moi, tous les soirs, avec mes enfants, on lit un livre de blagues. Je trouve ça génial, quoi. Chacun a vos enfants, vous pouvez leur demander le soir, alors toi, qu'est-ce que tu as... Les gratitudes, le soir, qu'est-ce que tu as fait, de quoi tu es grateful de la journée, quoi. Et en fait, petit à petit, tout ça devient complètement naturel. Et c'est génial parce que ça vous met du bon côté de l'histoire et votre cerveau du bon côté, quoi. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu, Nadia? Tu as vraiment bien répondu. En plus, on a donné vraiment beaucoup. Donc le challenge, c'est de se dire dans les prochaines 48 heures, si vous avez un vêtement de couleur, allez-y, osez le mettre. Vous allez voir qu'il y a une vraie différence. On va vous percevoir d'une façon différente. Ne serait-ce que d'avoir une gratitude si vous avez des enfants ou un conjoint ou une conjointe, juste de dire merci. Merci à quoi aujourd'hui? À quoi on peut dire merci? J'aime bien cette phrase qui dit « Qu'est-ce que tu es prêt à payer pour avoir ce que tu as déjà ?» Donc d'aller dans cette gratitude. Si vous voyez quelqu'un sur votre route que vous connaissez ou vous connaissez pas, qui a l'air triste, allez lui poser la question. Faites des sourires, c'est des super challenges. Merci Julie. J'ai une autre question dans ce sens. Est-ce que tu as une fille ou tu as que des garçons? J'ai des garçons, mais j'ai des petites belles filles maintenant. Ta petite belle fille. Alors que ce soit un garçon ou une fille, c'est la même chose. Tu dirais quoi à un jeune qui a 20 ans aujourd'hui? Ou tu dirais quoi à la Julie qui a 20 ans? Et confiance. Fais-toi confiance. Et fais-toi confiance. Et puis cultive ta singularité. C'est un super investissement. Parler d'investissement financier, mais je pense que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour vous-même. La recommandation skills, quelle personne inspirante me recommanderais-tu pour un prochain épisode? Moi, quelqu'un qu'on n'entend pas forcément. Moi, je dirais, je pense qu'il faut... peut-être tu l'as déjà eu, mais moi j'aime... je prendrais des gens âgés. Je trouve qu'il faut vraiment... parce que, si tu veux, je pensais pas. Mais l'expérience, ça a beaucoup de... La sagesse, en fait. La sagesse. Tu vois, une Perla Servan-Schreiber, qui a été une chef d'entreprise, une super journaliste. J'adore sa newsletter. Je trouve qu'elle est toujours intelligente, maligne, et j'adore sa positivité. Mais tu vois, même ma mère, des femmes... qui savent, avec beaucoup d'humilité, mais qui savent et qui peuvent nous donner des bons conseils pour durer. Parce qu'en fait, la vie est un marathon aussi, c'est ce qu'on n'a pas dit. La vie est un marathon, on ne fait pas de conneries, on apprend. Et voilà, donc moi, j'aime bien l'idée d'écouter les sages.
Merci Julie, je vais la mettre sur ma liste, je vais la contacter évidemment. Merci pour ces précieux insights sur l'art de transformer le rire en véritable compétence. Compétence mais aussi pour être heureux, on est d'accord, heureux parce que le bonheur nous permet aussi d'être performant. Et ton parcours, il montre qu'il est possible de créer une signature unique et d'en faire un business épanouissant. N'oubliez pas le Skill Challenge de Julie. S'il y a un souci, envoyez-moi vos photos habillées avec votre sourire. Ça, j'adore ça. On va l'appeler le Skills Rire Mamouze. Et on fait un concours. Ouais. Merci Julie. Merci Nadia.